La lutte contre la corruption en France, le groupe de travail animé par Philippe Séguin a rendu sa copie, 18 propositions de loi parmi lesquelles l'interdiction du financement des partis politiques par les entreprises. Nouveau souci pour Bernard Tapie, condamné solidairement avec certains de ses associés à verser plus de 66 millions de francs aux douanes. Michel Gilibert, ancien secrétaire d'État aux handicapés, mis en examen par la Cour de justice pour escroquerie et abus de confiance. À l'étranger, les combats s'intensifient autour de Bihatch. L'OTAN propose d'étendre la zone de sécurité autour de cette enclave musulmane. Verdict dans le procès d'autodéfense. Le maraîcher de 34 ans qui avait tué un voleur de carottes de Vendée a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Invitée de ce journal, Elizabeth Maxwell, la veuve du milliardaire britannique mystérieusement disparu il y a 3 ans. Elizabeth Maxwell qui vient de publier le récit de 46 années de vie commune avec Robert Maxwell. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, tout d'abord une image, somme toute banale. Un vulgaire sac en plastique qui suscite cependant, vous le voyez, pas mal de curiosité. À l'intérieur de ce sac en plastique, environ 20 000 cailloux de crack, un puissant dérivé de la cocaïne. Chaque caillou étant revendu entre 40 et 80 francs selon sa pureté. Ces 2,5 kg de crack ont été saisis dans l'un des hauts lieux du trafic de la drogue en France, la place Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Les effets de cette drogue sont extrêmement dangereux et Éric Lemasson a recueilli les confidences d'un ancien consommateur, entre guillemets, dont la vie a basculé lorsqu'il a rencontré le crack. Le crack, quelques cristaux blanchâtres, dérivés de la cocaïne, qu'il suffit de chauffer avant d'inhaler. Pour 50 francs, cette bouffée-là entraîne une dépendance quasi immédiate. Ces images d'un fumeur de crack ont été le quotidien de cet homme pendant 2 ans. Pascal Trauberger, 45 ans, avait pourtant réussi dans la vie. Il a suffi d'une seule fois. Le crack a détruit sa vie. J'avais 3 cabinets immobiliers, j'avais une quinzaine de collaborateurs et je faisais partie des privilégiés. Que s'est-il passé alors? Il s'est passé qu'un jour, malencontreusement, j'ai fait connaissance avec un produit qu'on appelle le crack. À l'occasion d'une soirée, enfin d'une tournée noctambule. J'en ai pris une fois un soir, j'en ai pris 2 fois le lendemain soir, et j'ai été dépendant du produit à en prendre pendant 1 an, tous les jours, 24 heures sur 24. J'ai voulu un jour comparer ça au fait que c'est comme si vous aviez la tête dans l'eau. On vous met la tête dans l'eau et au bout d'un certain temps, selon la capacité pulmonaire de chacun, on a tendance à vouloir la ressortir et puis il arrive un moment où on étouffe et on la ressort. Le crack, c'est ça. Quand il se dégage, c'est pas un plaisir, c'est une jouissance. Et ensuite, après le plaisir? Après le plaisir, il y a la descente. Après le plaisir, il y a le déplaisir. Il y a l'enfer. Il y a le stress. C'est quelque chose d'épouvantable. C'est un mal, c'est une difficulté profonde à respirer, ce sont des palpitations cardiaques et c'est cette envie incessante de vouloir y retourner. Moi j'ai perdu ce que l'on pourrait appeler une fortune. Pascal dépensait jusqu'à 4 000 francs par nuit. Aujourd'hui il s'en est sorti et s'il a tenu à parcourir avec nous ces rues où il achetait sa drogue, c'est pour mieux nous convaincre du danger que représente le crack. Surtout ne jamais essayer, jamais, 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 jamais. Moi j'ai 45 ans, je m'en suis sorti au bout de 2 ans. Je défie un monde de 16 ans qui en prend depuis quelques mois de s'en sortir, sans soutien. Le crack est sorti de la vie de Pascal, difficilement. Et c'est par les mots et l'écriture qu'aujourd'hui, il reconstruit sa vie. Ils traînent ainsi leur peau de chagrins en dérive en portant sur le dos ce poids qui les attire d'Anvers à Stalingrad sous le serpent de fer, où des êtres se terrent, se défoncent et s'enterrent d'Anvers à Stalingrad. Faut-il encore se taire? Verdict dans un procès d'autodéfense en Vendée. Un maraîcher qui avait tué un voleur de carottes et en avait blessé grièvement un autre en juillet 91 au Sables-d'Olonne a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison avec sursis. Compte rendu d'audience, Valérie Hermite, Emmanuel Beck. On est écœuré de la société, voilà. Écœuré de la société et de la justice. À l'annonce du réquisitoire, la famille des victimes, la famille Cobé, a quitté la salle d'audience. L'avocat général venait de demander 5 ans avec sursis contre le maraîcher. Un bon Vendéen, dira-t-il, en face de délinquants. Certes, il n'aurait pas dû tirer sur eux, mais il est vrai qu'il se sentait menacé.
L'avocat de la défense poussera ses arguments beaucoup plus loin. Oui, Michel Paupion était bien en état de légitime défense ce soir-là, lorsque ces voleurs de carottes l'ont pris en tenaille. Et il demande l'acquittement. Des arguments que la partie civile aura toute la matinée tenté de récuser. Après 2 heures d'attente, le verdict tombe. Michel Paupion est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Les 2 familles, celle de l'accusé et celle des victimes, très émues pour des raisons radicalement opposées, n'ont que très peu de mots pour s'exprimer. Vous êtes soulagé ce soir? Oui, que ce soit terminé surtout. Est-ce que 3 ans de sursis, c'est rien du tout? Ce serait nous qui l'aurions tué à lui et le maraîcher, là. Michel Paupion n'a pas été reconnu coupable des coups mortels portés sur Dominique Cobé, la victime décédée. Il n'a été reconnu coupable que des violences avec armes exercées sur son frère. Un verdict qui reconnaît donc partiellement la légitime défense. Un verdict d'apaisement pour une bonne partie de la population de Vendée qui avait soutenu son maraîcher. Mais un verdict qui a provoqué la colère de la famille des victimes. Michel Paupion ressort libre ce soir. Il aura passé 4 jours en prison. La politique et les affaires, le groupe de travail parlementaire sur la corruption a rendu sa copie. 18 propositions de loi et pas mal d'innovations, à commencer par le cumul des mandats et surtout l'interdiction du financement des partis politiques par les entreprises. Précision avec Roland Sicard. Depuis longtemps, on le savait, le rapport du groupe de travail sur la politique et l'argent pèserait son poids et allait faire du bruit. Résultat, 650 pages, 18 propositions de loi et 4 grandes idées. D'abord, plus de transparence dans l'attribution des marchés publics. Ensuite, un contrôle renforcé sur le patrimoine des élus, une limitation plus stricte du cumul des mandats. Et enfin, c'est la proposition la plus spectaculaire, l'interdiction du financement des campagnes électorales et des partis politiques par les entreprises. À l'Assemblée, c'est Pierre Mazeaud, président de la commission des lois, RPR, qui présentera les textes. Il les trouve bons, mais en matière de cumul des mandats, il aurait voulu en faire plus. Je pense que c'est un premier pas et j'espère que dans quelques années, on ira vers l'interdiction de tout cumul dans la mesure où nous sommes encore le seul pays démocratique à autoriser de telles pratiques. À gauche aussi, les propositions sont jugées comme plutôt bonnes, même s'il faut aller plus loin. Mais au PS, beaucoup l'affirment, il y aurait derrière tout cela des arrière-pensées politiques. Le gouvernement, lui, souhaitait que des propositions soient faites pour éviter la noyade à cette majorité compte tenu du nombre d'inculpations qui ont eu lieu ces derniers temps. Nous avons souhaité améliorer les lois que nous avions votées dans le passé et contre lesquelles avait voté la majorité actuelle. En tout cas, Philippe Séguin l'a affirmé, ces propositions devraient être discutées à l'Assemblée nationale dès le mois prochain. Si le temps est trop court, une session extraordinaire pourrait même être organisée. Les nouvelles dispositions pourraient alors s'appliquer dès la prochaine présidentielle. Ce groupe de travail, qui rassemblait tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, a été formé à l'initiative de Philippe Séguin, le président de l'Assemblée nationale, qui a dégagé ce soir la philosophie des 650 pages de ce rapport. Il y a incontestablement urgence. Il y a aujourd'hui un paradoxe entre le fait que la France s'est dotée d'un arsenal législatif qui est le plus contraignant qui ait jamais existé en matière de lutte contre la corruption, et le sentiment, à l'inverse, chez les Français, que la corruption gagne et va encore se développer. Alors oui, il y a urgence. Est-ce que vous pensez que l'arsenal de ces mesures va suffire à supprimer la corruption en France ? Je crois que ce sera une contribution extrêmement importante. Je crois que si on supprime le lien ombilical, je crois que tout le monde le souhaite, les entreprises les toutes premières, entre le financement de la vie publique et les entreprises, si on revoit le code des marchés dans le sens que nous préconisons, si on apporte en matière de patrimoine des élus, des responsables publics, les aménagements que nous souhaitons, je crois qu'on aura fait un pas important dans la bonne direction. Pour l'instant, il faut le rappeler, ce ne sont que des propositions. Comment la plus spectaculaire d'entre elles, l'interdiction faite aux entreprises de financer la campagne d'un homme politique, est-elle accueillie par les principaux intéressés? Réaction d'un patron, d'un publiciste et d'un magistrat. C'est plutôt la satisfaction chez les magistrats qui y voient une clarification nécessaire de la vie publique. Jusqu'à présent, les entreprises versent des sommes d'argent tout à fait régulièrement aux partis politiques. Bon, indéniablement, les entreprises en attendent un retour. Ce retour, ça signifie une préférence quand il s'agira de choisir une entreprise qui effectuera des travaux pour la collectivité. Donc, couper ce lien entre le financement des partis politiques par les entreprises ne peut être qu'une gestion beaucoup plus saine.
En revanche, c'est l'inquiétude chez les consultants chargés de la communication des hommes politiques, le danger, l'inégalité des chances entre l'homme politique installé et le candidat débutant. Est-ce qu'au nom de quelques excès et d'affaires qui sortent aujourd'hui, il faut à nouveau, encore plus, empêcher les hommes politiques de s'exprimer? Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Il se passera demain qu'un jeune candidat qui n'est pas connu, qui a besoin d'utiliser des affiches, des journaux, d'organiser des réunions, d'investir pour faire connaître son projet et ses idées, il n'aura plus les moyens de le faire. Mais à côté des sociétés de travaux publics et de distribution d'eau, les grandes surfaces sont parmi les premières entreprises concernées. Pour le coprésident des magasins Leclerc, ces mesures sont incomplètes. Je suis content si on interdit aux entreprises de financer la vie politique. On n'a pas à le faire. Si on le fait, c'est soit parce qu'on est racketté, et c'est pas bien, soit parce qu'on y a intérêt, et c'est mauvais pour la démocratie, pour l'indépendance des politiques. Ceci dit, il faut aller plus loin, il faut gratter derrière. Parce que souvent, on finance aussi des investissements des équipements collectifs, par exemple des ronds-points à 4 millions de francs alors qu'ils coûtent que 2 millions de francs, et c'est là-dessus que les partis politiques se servent. Donc il faut encore revoir les conditions annexes de financement de partis politiques lors d'attribution des marchés publics ou de l'implantation des hypermarchés, etc. La rédaction de France 2 vous propose lundi prochain une grande émission débat sur le thème des affaires et de la politique avec de très nombreux invités. Le prix de la démocratie, lundi 20h50 sur France 2. Suite du marathon judiciaire de Bernard Tapie, hier le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'accord passé avec le Crédit Lyonnais était caduc. Demain, le tribunal de commerce, cette fois, examine la situation financière des sociétés de Bernard Tapie. Aujourd'hui, c'est l'administration des douanes qui lui demandait des comptes pour avoir utilisé le Phocéa comme navire de plaisance alors qu'il était immatriculé comme navire commercial. Bernard Tapie et ses associés ont été condamnés solidairement à verser 66 millions de francs à l'administration des douanes. Philippe Boisserie. Est-ce un hasard? Est-ce une volonté délibérée et symbolique? En tout cas, ce matin, le Phocéa a été taqué dans le port de commerce de Marseille. Pourtant, au même moment, les juges du tribunal de police de Paris statuaient sur son cas. Pour eux, ce bateau n'est certainement pas un navire de commerce, mais bel et bien un navire de plaisance. Un petit mot de différence, mais qui coûte très cher. Bernard Tapie et ses associés de la société ACT, propriétaires du bateau, ont été condamnés à verser solidairement plus de 66 millions de francs aux douanes, c'est-à-dire à peu près la valeur du bateau que les douaniers auraient pu confisquer lorsqu'ils ont constaté l'infraction. Si le tribunal a fait grâce des 16 millions de TVA réclamés par les douaniers, Bernard Tapie ne s'en est pas moins déclaré écœuré. Jugement scandaleux selon lui. Ses avocats ont aussitôt fait appel, suspendant par là même le paiement de l'amende. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le tribunal d'instance de Marseille a dans le même temps condamné la société ACT pour licenciement abusif d'un matelot du Phocéa. Cette fois-ci, il faudra payer 247 911 francs. Michel Gilibert, ancien secrétaire d'État aux handicapés de 88 à 93, a été mis en examen par les magistrats de la Cour de justice pour escroquerie, abus de confiance et falsification de chèques. Précision avec Claude Crespo. Après une audition de plus de 5 heures, Michel Gilibert est ressorti mis en examen pour escroquerie, falsification de chèques, abus de confiance et fausse déclaration à l'administration. Au centre des accusations, cette association, créée il y a 4 ans, pour l'insertion et la promotion de la personne handicapée et par des proches de l'ancien secrétaire d'État. Subvention un peu plus de 3 millions de francs. Seulement voilà, ces images de travailleurs handicapés ne reflètent pas la réalité. Car on parle d'études restées à l'état de projet, mais pour lesquelles 2 millions de francs ont été utilisés. On parle aussi de collaborateurs rémunérés sur ces mêmes fonds. Si l'on doit considérer que l'utilisation d'associations permettant le fonctionnement de ces cabinets ministériels est un comportement illicite, alors je crains que devant cette Cour de justice de la République doivent défiler bon nombre de gouvernements passés et peut-être présents. Un parmi les nombreux dossiers sur lesquels Michel Gilibert pourra et devra maintenant s'expliquer. Après le vote lundi soir à l'Assemblée d'un amendement renforçant considérablement le secret de l'instruction, les réactions vont de la surprise à la franche indignation, à l'image d'Antoine Gaudinot, l'auteur d'Enquête impossible, qui affirme qu'une telle loi officialiserait la loi du silence sur les turpitudes de la classe politique. Pour l'auteur de l'amendement, le député RPR Alain Marceau, ancien magistrat, il fallait lancer le débat. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. Chantal Kimerlin.
Voté très rapidement en pleine nuit, l'amendement Marceau risque de ne pas voir le jour sous forme de loi. Le texte qui interdit, notamment à la presse, d'évoquer une instruction en cours doit être soumis au Sénat dans les premiers jours de décembre. Et il semble bien ce soir que les sénateurs ne le voteraient pas en l'état. Et nous en serons en seconde lecture, le Sénat donnera son avis, ensuite nous confronterons nos points de vue avec nos amis de l'Assemblée nationale au sein de ce qui est bien connu, c'est-à-dire la commission mixte paritaire. Et nous verrons bien à ce moment-là ce qu'il faut retenir de cette affaire. Quant à l'avenir de cet amendement, je peux vous dire qu'au Sénat, je prends tous les paris, il ne passera pas. Nous sommes tout à fait prêts à discuter de la façon d'améliorer les choses dans le domaine de la présomption d'innocence, mais pas à la faveur d'un amendement de circonstance qui vise de toute évidence à faire le silence sur un certain nombre d'affaires qui concernent les amis de M. Marceau. L'amendement Marceau a également déclenché de vives oppositions dans les rangs des députés de la majorité. Je suis très hostile parce que la justice a besoin de transparence. Les décisions qu'elle prend sont graves et ne doivent pas être prises à la sauvette. Il faut le contrôle de l'opinion publique. Je vous rappelle que sans la presse, le capitaine Dreyfus n'aurait jamais été réhabilité. Cet amendement risque de jeter la suspicion aussi bien sur le monde politique que sur la presse, et c'est la raison pour laquelle je suis contre l'adoption de cet amendement. Il fallait lancer le débat, concédé cet après-midi à Alain Marceau, qui ne se faisait plus d'illusions tant les politiques de gauche comme de droite ont contesté son idée. Loin de ces turbulences parlementaires, Édouard Balladur est actuellement à Mayotte, avant une visite à La Réunion, demain et après-demain, accueilli par des chants et au son du tam-tam à l'aéroport. Le Premier ministre s'est efforcé de suite de rassurer les Mahorais sur l'avenir de leur petite île, en promettant une consultation démocratique avant l'an 2000 sur le statut de leur île. Invité de RTL en fin d'après-midi, Jacques Delors a affirmé, je le cite, avoir inséré dans sa réflexion l'appel des socialistes à Liévin. Mais l'actuel président de la Commission de Bruxelles a affirmé avec force qu'aucun élément de chantage n'interviendrait dans sa décision. Suite de la visite en France de Taslima Nasrin, cet écrivain condamné à mort par les fondamentalistes islamistes dans son pays, le Bangladesh, toujours très étroitement protégé par les policiers du raid. Taslima Nasrin a été reçu ce matin par le maire de Paris dans son bureau de l'hôtel de ville pour un tête-à-tête de près de 3/4 d'heure au cours duquel ont été évoqués, selon Jacques Chirac, les problèmes liés à la tolérance et la nécessité de faire comprendre le respect de la femme dans les communautés islamiques. Taslima Nasrin sera reçu jeudi prochain par François Mitterrand à l'Élysée. Le chef de l'État a présidé à la mi-journée une réunion sur la situation en Bosnie. Hier soir, le président français avait eu une conversation téléphonique avec son homologue américain Bill Clinton. Les Occidentaux se concertent alors que les combats s'intensifient autour de l'enclave musulmane de Bihac. Laurent Boussier. Des attaques menées sur 4 axes et des combats qui redoublent d'intensité. Dans la poche de Bihac, l'étau se resserre autour des 15 000 soldats musulmans du 5e corps et des milliers de civils qui croyaient avoir trouvé refuge dans la ville. Les Serbes avancent, ils sont maintenant à l'intérieur de la zone de sécurité décrétée il y a quelques mois par l'ONU. Les Serbes sont près d'encercler la ville, mais n'ont pas encore fait la jonction totale, surtout au nord. Ils ont au sud atteint une colline très importante, Debeljačka, qui est immédiatement au sud de la ville. Ils ont commencé à investir la colline. Le 5e corps résiste sur la colline même, n'a pas encore cédé. Il est évident que le gain de cette colline serait absolument déterminant pour la suite des événements. Ce soir, la situation semble se stabiliser, mais des combats se déroulent toujours à moins de 4 km du centre-ville. Les responsables de l'OTAN se sont réunis aujourd'hui en session extraordinaire pour étudier la possibilité d'agrandir la zone de sécurité autour de cette ville de Bihac afin que les habitants ne soient plus sous la menace de l'artillerie lourde. Le problème, comme va nous l'expliquer Gilles Rabin, c'est que cette initiative arrive peut-être un peu tard. Desserrer l'étau serbe sur l'enclave de Bihac, c'est l'objectif de l'initiative de l'OTAN. Mais il est si tard et la situation est si désespérée que les Alliés ont renoncé à imposer une zone d'exclusion des armes lourdes, comme en février dernier autour de Sarajevo, pour se contenter d'une zone de sécurité. Elle s'étendrait sur 7 km au nord de la ville de Bihac. Dans cette zone de sécurité, toute offensive pourrait entraîner des représailles de l'OTAN. Solution connue, c'est celle retenue pour une autre enclave, Goražde. Les limites de cette solution, elles aussi, sont connues.
À Goražde, 60 000 personnes survivent. Dans un peu plus de 3 km², l'enclave est si étroite qu'elle est tout entière dans la main des Serbes. Bihac connaît le même sort aujourd'hui. Les Serbes appliquent toujours la même tactique. Le seul moyen de représailles disponible, c'est le raid aérien. Tous le reconnaissent aujourd'hui. Ce n'est pas le moyen le plus efficace dans une guerre de fantassins. Enfin, la preuve est faite que l'ONU n'a pas les moyens de faire respecter ces zones de sécurité. Chaque fois que des représailles s'annoncent, les casques bleus sont pris en otage pour servir de bouclier humain en cas de bombardement, comme en Irak. L'ONU n'arrive même pas à ravitailler les habitants des enclaves. Les Serbes ne laissent passer les camions que lorsque la situation alimentaire devient critique. Est-ce suffisant? Non. Et il faudra bien qu'on aboutisse par la persuasion, par la négociation, à un cessez-le-feu. C'est la seule façon de geler dans un premier temps la situation et ensuite de desserrer l'étau autour de la ville de Bihac, donc de sauver des civils. C'est ça la procédure que nous allons utiliser. Je ne vous en garantis pas le succès. Quand la volonté internationale fait défaut, la vie dans une zone de sécurité est un enfer. C'était ce soir à Sarajevo, zone de sécurité et zone d'exclusion depuis février dernier, depuis 9 mois. Nouvelle rencontre au sommet, cette fois en Espagne, en Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. À Madrid ce matin, le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat donc, a nommément mis en cause l'Iran dans les troubles qui ont éclaté la semaine dernière à Gaza. Le président des États-Unis et son épouse Hillary Clinton ont fêté le Thanksgiving, la journée d'action de grâce, l'une des grandes fêtes populaires là-bas aux États-Unis, en servant un repas à base de la traditionnelle dinde dans une soupe populaire. 150 SDF environ ont été servis par le couple présidentiel. Cette soupe populaire, située à environ 1 km de la Maison-Blanche, distribue 1 millier de repas quotidiennement. Aux États-Unis, les pauvres sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus jeunes. Reportage Philippe Rochaud. Des dindes par millions dans les supermarchés des États-Unis pour la traditionnelle fête de Thanksgiving, symbole de la prospérité et de la fraternité américaine. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle quand les pèlerins ont fraternisé avec les Indiens. C'est surtout une fête de famille, nous dit cette Américaine, mais une fête au moins aussi importante que Noël et pour laquelle les Américains ne comptent guère leurs dollars, car ils dépensent en nourriture souvent plus que pour le 25 décembre. Mais c'est aussi la fête où il faut partager. Et cette année, les missions religieuses, comme cette mission baptiste de Washington, n'ont jamais vu autant de pauvres venir chercher des repas. Ils étaient ici 500 l'année dernière, ils sont cette année 1500. La plupart sont venus des quartiers déshérités de la capitale américaine, où la misère, la drogue, la criminalité n'ont jamais autant gagné de terrain. Cet homme explique qu'il n'a ni logement ni argent, qu'il dort dehors où il y a de la chaleur et que c'est le seul jour de l'année où il prend un repas normal. 250 volontaires se sont proposés pour servir ces pauvres. Les Américains se sentent concernés par les chiffres inquiétants des populations dans la détresse. Les SDF sont de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux d'année en année aux États-Unis. 60% des jeunes incarcérés sont en prison à cause de la drogue, à cause de la dépendance du crack. Pour ces missions religieuses, offrir la dinde aux déshérités et aux drogués est un moyen de les attirer vers leur centre de traitement et de montrer la solidarité américaine. L'essentiel pour l'Amérique est que chacun ait pu fêter Thanksgiving. Les pauvres et les riches auront mangé au total 45 millions de dindes. En France, les députés ont commencé cet après-midi l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture défendu par Jean Puech, un texte qui avait été promis par Édouard Balladur en 1993 lorsque la France avait donné son feu vert aux accords du GATT. À cette occasion, environ 3000 jeunes agriculteurs se sont rassemblés en tout début d'après-midi au Jardin des Tuileries à Paris afin d'engager la conversation avec une vingtaine de députés autour d'un gobelet de café. Un chiffre est beaucoup revenu dans ces discussions à bâton rompu. Selon l'INSEE, le revenu brut agricole moyen par exploitation a augmenté en 1994 de 11,5%, après une baisse de 8% sur les 3 précédentes années. Derrière cette moyenne se cachent bien évidemment de très fortes disparités. Certains céréaliers ou betteraviers d'Île-de-France sont quasiment milliardaires, d'autres agriculteurs tirent vraiment le diable par la queue. Exemple, ce producteur de fruits et légumes dans le Lot-et-Garonne qu'ont rencontré François Privat et Philippe Dumail. À 74 ans, Alphonse Morisset met toujours la main à la pâte. Avec sa femme et ses 4 enfants,
il tente de maintenir à flot son exploitation en redressement judiciaire depuis 1992 avec 3 millions de francs à rembourser sur 10 ans. Pour gérer le quotidien, on passe d'abord à se nourrir, à manger. Puis les charges et tout ce qu'il y a à payer, eh bien, on fait attendre. Et jusqu'à maintenant, on nous fait confiance. Ils attendent les créanciers. J'espère que ça durera le temps que ça durera. Sur 50 hectares, les Moricet cultivent principalement des fruits et légumes. Dans le Lot-et-Garonne, l'année a plutôt été bonne, mais les cours sont restés très bas, notamment pour le melon ou la fraise. Un exemple, actuellement la salade est vendue 50 centimes alors que son seuil de rentabilité se situe à 1,50 franc. Dans ce contexte, l'annonce d'une hausse de 11,5% du revenu agricole national a fait grincer quelques dents. C'est purement de la provocation de la part du ministre de l'Agriculture. Parce qu'il faudrait qu'il se souvienne que le ministre des Finances, dont il est dans le même gouvernement, l'an dernier a déclaré que les producteurs de fruits et légumes avaient eu une baisse de 50% sur les fruits et légumes, ce qui avait permis à l'inflation de rester au niveau zéro au mois d'août. Malgré les difficultés, Michel Moricet a choisi de rester aux côtés de son père. En revanche, il supporte de plus en plus difficilement l'incompréhension grandissante entre monde rural et monde urbain. C'est révoltant parce que c'est vrai quand on voit tous les autres corps de métier, le temps de travail qui passe, les congés, tout ça, nous on n'a pas tout ça et les gens ne comprennent pas qu'on travaille pour le RMI des fois, quoi. Un avenir synonyme d'inquiétude, alors que dans la région de Marmande, le revenu agricole moyen a baissé de 20% en 5 ans. Chez Alstom à Belfort, c'est un peu le baroud d'honneur des grévistes après la CFDT. La CGT a en effet à son tour appelé à la levée des piquets de grève, cela au grand désarroi d'une base qui se sent quelque peu abandonnée. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jérôme Corquiquian, Jean-Michel Mière. Bouger l'attraction après. Une lutte, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle aille en grandissant. Moi j'ai espéré qu'elle grandisse la lutte, qu'elle se propage dans le pays. Malheureusement, encore un coup, on n'y est pas arrivé. La CFDT a acheté l'éponge, la CGT a fait de même. Force ouvrière a tenu jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, le noyau dur des grévistes s'est retrouvé tout seul. C'est les ouvriers qui ont fermé les portes et c'est vous qui nous faites ouvrir les portes. C'est très bien. C'est notre grève, c'est pas la grève du syndicat. Levée des piquets de grève prévue pour lundi, mais les durs de la lutte gardent la colère contre la direction et les syndicats. Toute la journée, les militants ont dû se justifier. Dans une lutte, il n'y a pas qu'une occupation d'une entreprise. Il y a aussi d'autres formes d'action. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes coupé de la base maintenant? Je sais pas. L'honnêteté ne paye pas de nos jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez perdre des adhérents? Ça veut dire que l'intégrité mène à la marginalité. Voilà. Cette fin de siècle, c'est les populistes et les grandes gueules. C'est dur pour les piquets de grève. C'est extrêmement dur, je comprends l'amertume. Sachant que rien n'a été solutionné. Le travail devrait reprendre la semaine prochaine chez GEC Alstom, mais les relations sociales risquent d'y être tendues pour longtemps. Voilà, et j'apprends que les piquets de grève viennent d'être levés à Bourgogne. Cette entreprise d'où était parti ce mouvement de grève. La polémique autour du port du foulard islamique dans les établissements scolaires en France. 7 élèves du lycée de Mantes-la-Jolie, près de Paris, étaient convoqués en fin d'après-midi par le conseil de discipline de cet établissement. Ces 7 jeunes filles sont confinées dans une salle de permanence depuis la rentrée de la Toussaint sans pouvoir assister aux cours car elles refusent de retirer leur voile. Les associations qui soutiennent ces jeunes filles commencent à réclamer l'ouverture en France d'écoles confessionnelles musulmanes. Une telle école fonctionne depuis maintenant 5 ans en Belgique. Reportage Agnès Varamian, Jacques Gérard. Ils sont 224 enfants de 3 à 12 ans. 9 classes islamiques financées dès leur création par l'État. L'uniforme est ici de rigueur. Vert, couleur de l'islam, il intègre le foulard pour les filles dès 6 ans. La religion ne l'impose pas, mais c'est pour les habitués, dit-on. Ici, garçons et filles sont séparés dès que possible. Une école musulmane, alors qu'en Belgique, tous les établissements publics prévoient déjà 2 heures de morale qui peuvent devenir, selon la demande, des cours de religion catholique ou musulmane. Mais pour les parents comme pour les enfants, cela ne suffit pas. Ici, on sait bien pratiquer notre religion, on prie à l'heure, mais dans notre école, on n'était pas aussi bien, on s'occupait pas autant de nous comme ça. Dans les autres écoles, on nous accepte pas parfois à cause du voile, mais ici on peut, parce que on apprend notre religion, on apprend l'arabe pour mieux parler.
Subventionnée, l'école Al-Razali dispense en fait le même programme que les écoles publiques et utilise les mêmes livres. Les 2 heures de religion obligatoires sont en français. Aujourd'hui à l'étude, la fraternité, avec le récit du jour où les musulmans se sont unis au peuple de Médine. Ce cours de religion est sous l'entière et unique responsabilité de l'école. S'il y avait des inspecteurs, je ne demanderais pas mieux à ce que mon cours soit visé. Ils s'apercevraient que ce sont les grandes valeurs humaines, humanitaires, humanistes qui sont enseignées ici. 13h10, la prière. 1 sur 5 est pratiquée à l'école et seuls les maternelles n'y participent pas. École religieuse, pour les Belges, Al-Razali est aussi le début du repli de la communauté sur elle-même. Mais pour les enseignants, l'école islamique favorise l'intégration. Notre école est ouverte sur ce qui l'entoure, elle le restera, tout en permettant à l'enfant d'avoir ses valeurs spécifiques et qui va vivre plus tard comme citoyen belge musulman. Discrète et paisible, l'école n'a jamais posé problème et pour les autorités, elle est une exception, mais qui refuse faute de place des enfants à chaque rentrée. En France, il n'y a aucune interdiction légale à de tels projets. Simplement, les établissements scolaires doivent avoir 5 ans d'existence avant de pouvoir bénéficier d'un contrat d'association avec l'État. Invitée de ce journal, je vous le disais en titre, Elisabeth Maxwell. Bonsoir madame. Bonsoir. La veuve de Robert Maxwell, le magnat de la presse britannique, retrouvé noyé en Méditerranée alors qu'il naviguait à bord de son yacht il y a tout juste 3 ans. Elisabeth Maxwell vient de publier chez Fixo un livre qui raconte 46 ans de vie commune, un livre au titre assez évocateur, Tout soleil est amer. En effet, au-delà des circonstances tragiques de la disparition de Robert Maxwell, on a assisté ensuite à la faillite retentissante d'un empire sur fond de scandales financiers. À Londres, pour France 2, Bernard Lebrun. Dès la parution des premiers extraits dans la presse, la question est réglée. La vie avec Captain Bob était un enfer. D'ailleurs, le mari et la femme ne se voyaient plus beaucoup. À leur interrogation du Télégraphe, que sait Elisabeth des affaires de son mari? Le titre du livre, façon Virginia Woolf, est parfaitement clair. Il n'est question dans ces 536 pages que de Betty, de sa vision, de sa vie de couple, de ses enfants, de ses rires et de ses larmes. Mais pas du tout des ténébreuses affaires de son mari. Reste le terrible portrait qu'elle en fait, despotique, égoïste, méprisant, aussi dur en affaires que dans sa vie privée, un fantôme toujours absent, qui d'ailleurs aurait fini par demander le divorce 47 années après le mariage à Paris de Bob et Betty au printemps 45. Alors, pourquoi ce livre maintenant, 3 ans après la très mystérieuse chute du Lady Ghislaine au large des Canaries, après 3 années de silence imposé et soudainement brisé? Pas vraiment par hasard. Kevin et Ian Maxwell, toujours assignés à résidence, devront en effet répondre en janvier devant 2 tribunaux de complicité de détournement de 3,5 milliards de francs des caisses de retraite du groupe Maxwell. Et ce groupe de presse, cet empire, qu'en reste-t-il aujourd'hui? En fait, pour la famille, rien. Tout a été vendu. Enfin presque. Au cœur de Londres, l'immeuble à l'abandon du Daily Mirror cherche toujours un repreneur. Et les bureaux de l'ancienne tour Maxwell sont encore à louer. Elisabeth Maxwell, bonsoir. Selon vous, de quoi et comment est mort votre mari? Vous dites vous-même dans votre livre que selon un rapport du médecin légiste, il est impossible d'exclure un homicide. Oui, je n'étais pas là, donc je ne peux rien dire de précis. Mais personnellement, je ne crois pas au suicide. Alors il ne reste que 2 possibilités, celle d'un accident, qui est parfaitement possible, et celle d'un homicide. Et qui pourrait avoir intérêt à le faire basculer dans l'eau? Je ne suis pas au courant non plus de ce qui a pu vraiment se passer. Mais enfin, je suis comme tout le monde, je lis beaucoup de choses et finalement, je me pose beaucoup de questions. Votre nom de jeune fille, Elisabeth Ménard, vous êtes française et vous avez rencontré Robert Maxwell qui avait à l'époque un autre nom à Paris pendant la guerre. Vous aviez 23 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'un mot cette rencontre très romanesque dans des conditions un peu périlleuses? C'était très simple. J'étais dans un comité d'accueil aux officiers alliés parce que je parlais anglais. Et un beau jour, il s'est présenté et puis il demandait à avoir une famille française. On l'a introduit à une famille d'avocats. Et puis le lendemain, il était toujours là, à s'encadrer dans la porte. Je lui ai demandé si ça n'allait pas. Il m'a dit si, ça va très bien, mais en fait, je veux sortir avec vous. C'est aussi simple que ça.
Alors, 46 ans de vie commune entre un Gémeaux et un Poisson. Vous dites vous-même que le mariage ne se fait pas toujours très bien. Est-ce que, à la fin de sa vie, vous étiez en procédure de séparation? Est-ce que vous feriez un bilan globalement positif ou négatif de votre vie commune maintenant? Non, positif, sûrement. Mais nous n'étions pas en instance de séparation. Il m'a demandé de se séparer. En fait, il ne l'a jamais fait et nous avons une vie commune, si pas tout à fait ensemble, jusqu'à la fin de sa mort, jusqu'à la fin de sa vie. Alors, Bernard Lebrun le disait, vous ne cachez rien dans ce livre. Vous faites un portrait de votre mari, votre ex-mari, qui n'est pas toujours très très flatteur. Vous le présentez comme quelqu'un de très colérique, qui a quelquefois des amourettes avec des secrétaires. Vous décrivez certains déjeuners familiaux qui sont, selon vos propres termes, tout à fait insupportables. Donc, à un moment, vous parlez d'un tyran. Oui, il était vraiment très autoritaire, très sévère vis-à-vis des enfants, mais jamais injuste. Et puis, vous savez, pour supporter tout ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de compensation. C'était quand même un homme exceptionnel, très charismatique, très séduisant, qui avait une grande originalité, une grande intelligence. Et finalement, c'est ça qui primait. Sans ça, on serait parti. Vous expliquez qu'il a, vers la fin de sa vie, un peu craqué, parce que peut-être, enfin c'est votre explication, et je la résume évidemment rapidement, peut-être parce qu'il se croyait infaillible, il a vécu une jeunesse tout à fait extraordinaire, il est passé à travers plein de dangers, et il a aussi vécu une guerre très très aventureuse, et il a pensé que sa bonne étoile le suivrait tout le temps. Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à penser que vraiment, s'il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer, qu'il avait complètement tout son jugement. Sur la fin de sa vie, je crois qu'il était un homme malade physiquement et puis aussi certainement atteint de mégalomanie, car enfin, c'est une maladie. Et je crois que ça explique beaucoup de choses. Vous parlez vous-même de tragédie maxwellienne. Alors il faut rappeler, on l'a dit, Bernard Lebrun l'a dit, que même cela s'est terminé par la faillite du groupe, qu'il y a eu détournement des fonds de retraite pour une somme de 3,5 milliards de francs, c'est pas rien, et que 2 de vos fils vont passer en jugement au début de l'année prochaine. Alors certains disent à Londres que vous avez écrit ce livre justement un peu pour préparer la défense de vos fils. Oui, alors là vraiment, on me prête des motifs qui sont tout à fait inexacts. Je me suis retrouvée à la mort de mon mari dans une situation financière très pénible, puisqu'enfin je suis ruinée, et qu'il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour moi-même pour survivre, disons. Je ne sais qu'une chose, je sais faire qu'une chose, je sais écrire. Donc je me suis mis à la tâche d'écrire ma vie, et on n'écrit pas ça comme ça en 15 jours, ça m'a pris 2 ans et demi. En fait, j'ai dépassé même la date limite que m'avaient donnée mes éditeurs. Et il se trouve que le procès de mes enfants aurait pu prendre place il y a 1 an. Ils l'ont repoussé, c'est encore maintenant repoussé au printemps prochain. C'est pas moi qui dicte ces choses-là. Le fait que ça coïncide est tout à fait... ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Quant à l'avoir écrit pour défendre mes enfants, je ne parle très peu de mes fils, excepté de leur enfance, parce que justement j'étais consciente du fait qu'il y avait une interdiction. Et ce que j'en dis, c'est la vérité. Je dis les enfants qu'ils ont été, les enfants qu'ils sont et les hommes qu'ils sont maintenant. Je n'ai pas cherché à les défendre, mais ils se défendent eux-mêmes de par leur propre attitude devant la vie. Un dernier point sur cette instruction. Est-ce que tous les gens qui ont été spoliés ont été remboursés, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont été ruinés non, à certainement la suite de pas. ce crack? Il y en a il y a des pensionnés qui sont dans des situations meilleures que les autres, en particulier ceux du miroir, mais les pensions ont été payées jusqu'à maintenant. Ce qui est très grave, c'est l'insécurité qui reste à ceux qui ne sont pas sûrs de leur futur, et c'est un poids qui me poursuit continuellement. Mais enfin, à l'heure actuelle, il y a des négociations pour justement remettre d'aplomb les fonds de pension, et j'espère de tout mon cœur que ça va aboutir, parce que c'est une situation tout à fait intolérable pour eux, bien sûr, mais pour moi aussi, bien que je n'ai participé en rien à ce qui arrive. C'est navrant. Toute dernière question, Madame Maxwell. Dans ce livre, vous écriviez beaucoup à votre mari, et votre mari vous écrivait beaucoup. Il y a beaucoup de ces lettres de Bob à Betouchka, et réciproquement. Certaines sont très 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 intimes. Vous étiez très très amoureux. Oui, j'ai beaucoup aimé mon mari et nous étions tous les deux très amoureux. Et j'ai finalement décidé de publier ces lettres parce que je voulais replacer mon mari dans l'ensemble de sa vie. Et on essaye d'en faire un monstre qui n'a jamais existé. Moi, j'en ai refait un homme, comme tous les hommes.
Merci beaucoup Elisabeth Maxwell. Tout soleil est amer aux éditions Fixo. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Avant de vous souhaiter une très très bonne soirée à l'écoute des programmes de France 2, un petit coup de chapeau tout à fait mérité à Mr. George Weah, auteur d'un but d'anthologie, comme l'on dit, lors du match qui a permis à son équipe, le PSG, de se payer le luxe de battre à Munich les Allemands du Bayern. 1-0, mais quel but! Un but que l'on ne se lasse pas de voir et de revoir sous tous les angles. Voilà, George Weah dans ses œuvres. Le gardien du Bayern n'a rien pu faire. Sans faire de jeu de mots faciles, ce n'est pas le genre de la maison, on peut dire que personne n'est aujourd'hui quelqu'un. Après des années de succès d'estime, comme l'on dit, ce guitariste qui a le blues dans la peau connaît enfin la reconnaissance du grand public avec un 8e album disque d'or et une tournée dans toute la France après l'Olympia cette semaine. Éric Perrin et Pascal Pueyo ont fait le déplacement en Bretagne et ils ont rencontré personne. La musique au bout des doigts, la guitare en prolongement d'une âme plongée dans des rêves bleus, voici Monsieur Paul en personne. On attendra qu'elle sèche, plus jamais me laisser blouser, on peut plus me toucher. Plus jamais me laisser blouser, on peut plus me toucher. Je suis un petit mec sans adresse, je peux laisser tomber. Il n'a jamais pris les autoroutes, alors bien sûr, il a mis un peu plus de temps que les autres pour arriver. Mais aujourd'hui, Paul Persson peut être fier du chemin qu'il a suivi. Il ne doit son succès qu'à lui-même, à son talent, à sa fidélité aussi, à des idéaux et à une musique, le blues, en route pour une petite leçon. En jazz, t'as des notes très franches, tu vois. Bon, des trucs, bon, je suis pas un jazzman, mais ce que je sais, c'est que en blues, bon, t'as des notes pour t'amener à cette note-là, eh ben, tu la tires. C'est pas des notes fondamentalement justes, quoi. Il n'y a pas de musique sans générosité. Je crois que ça sort de là, quoi. Donc on se dévoile, quoi. On donne forcément un bout de soi. Et il en a passé des nuits à compter les jours de galère. Depuis 20 ans qu'il joue, qu'il compose, Paul a dû attendre les 7e et 8e albums pour exploser véritablement. Histoire exemplaire d'un artiste sans compromission. J'ai claqué pas mal de portes, j'ai envoyé chier pas mal de gens. Parce que j'ai pas envie de m'adapter ou à la mode ou à ce qu'il faut faire, quoi. Moi, je propose quelque chose. Les gens disposent après, parce qu'il faut faire des chansons de 2 minutes 30, sinon tu passes pas à la radio. Bah tant pis, je passe pas à la radio, je m'en fous. Un disque d'or, une tournée pleine à craquer, Paul a sans doute le plus beau capital auquel un artiste peut rêver, un public qui s'est fidélisé au fil des ans, la preuve que l'honnêteté est parfois payante. Dans quelques minutes, le magazine de la rédaction, envoyé spécial avec ce soir un reportage sur les sectes, le difficile métier de garde du corps et un coup de gueule d'Albert Jacquard. Le dernier journal vers 1h du matin en compagnie de Catherine Sellac. Dans un instant, la météo avec Sophie Davant et le point route de Valérie Maurice. Bonne fête aux Flora et aux Flores. Demain à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.